y a de la magie dans l'air. Créées avec amour, nos listes musicales romantiques vous séduiront. C'est l'ambiance parfaite pour une soirée en tête-à-tête avec l'être cher. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 20 juin. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Dernière émission, dernière édition de la Une pour cette saison. On va reprendre tout ça, bien sûr, à la fin du mois d'août. Et je vous dirais que, même si j'ai fini l'école depuis un certain temps, à ce temps-ci de l'année, j'ai toujours encore ce sentiment, cette petite frénésie de fin d'école qui m'habite, comme j'ai toujours à l'automne un sentiment de rentrée. On dirait que c'est comme resté en nous, là, en nous, malgré que l'école est derrière nous depuis un certain temps. Bref, dernière de la saison ce matin. On va revenir ensemble d'abord sur cet éboulement. Vincent Maisonneuve est en studio. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Éboulement en Alberta. Et il y a encore des personnes qui sont recherchées. Et en tout cas, il y a une personne dont on a confirmé la mort à la suite de ce qui s'est passé. Oui, ça s'est passé hier en début d'après-midi. Éboulement important en Alberta alors qu'il y avait plusieurs randonneurs sur le sentier. C'est au nord de Lac-Louise. Et puis, il n'y a pas de réseau cellulaire là-bas. Il y a au moins une victime, 2 personnes qui ont été transportées en ambulance par hélicoptère et une par ambulance, une 3e personne blessée. Et les recherches reprennent ce matin parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc, il faut vraiment aller s'assurer que tout le monde soit en sécurité et qu'on n'oublie personne derrière. Je vous en parle un peu plus tard. Parfait. On y revient. Un mot aussi pour vous dire que cette menace de grève à la CEPAC est écartée. L'offre de l'employeur sera présentée aux membres du syndicat. Donc, ça suspend cet avis de grève qui devait commencer avec la longue fin de semaine, justement, dans les parcs de la CEPAC. Donc, il n'y aura pas de grève. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait peut-être des gens qui avaient des réservations, qui se posaient des questions. Sachez que c'est tombé hier en toute fin de journée. Alors, suspension de grève à la CEPAC, le temps que les membres du syndicat étudient l'offre patronale. Parlant de fin de semaine et de beau temps, Véronique Méran est là pour la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. D'abord, l'été arrive aujourd'hui, oui, officiellement. 22h42 ce soir, le solstice. Alors, il y en a peut-être qui seront encore debout pour l'accueillir officiellement. Mais sachez que ça arrive aujourd'hui et que ça va sentir assez fort à partir de dimanche. Oui, c'est ça, semble-t-il qu'il va y avoir du temps très, très chaud, très humide. Mais j'aimerais ça qu'on revienne ensemble parce que hier, dans certains coins du Québec, ça a brassé des orages. Est-ce qu'on parlerait même peut-être d'une tornade ou d'une possible tornade en Estrie? Oui, du côté de Danville, en Estrie. Donc, petite municipalité là, où on a vu des camions renversés. Pour renverser des 18 roues comme ça, là, ça prend au moins des vents de 100 km/h. Donc, il va y avoir des spécialistes qui seront dépêchés sur les lieux aujourd'hui pour voir un peu, parce qu'on détermine s'il y a tornade ou pas en raison des dommages et de la façon dont sont dispersées les choses au sol. Chose certaine, il y avait présence d'une rotation dans ces orages-là. Là. Donc, rafales extrêmement fortes, des toitures arrachées, des arbres déracinés, des camions renversés dans le secteur de Danville. Du côté de Saint-Nicéphore, près de Drummondville, la grêle, quand même assez imposante, 2 cm, c'est à peu près une balle de ping-pong. Alors, des dommages en lien avec cette grêle-là. Donc, on soupçonne un amas d'orages, là, secteur Drummondville, région de l'Estrie, qui a engendré tous ces dégâts-là. Mais on va quand même faire enquête pour savoir s'il y a eu tornade. On n'a pas d'image qui nous montre le nuage en entonnoir comme tel, mais on avait observé sur les radars de la rotation dans ces orages-là. Donc, il y a enquête qui sera faite. Et évidemment, tout ça était généré par cette chaleur, cette humidité qui était bien présente. Là, aujourd'hui, si vous êtes sortis, vous l'avez remarqué, on respire un peu mieux. On fait une pause côté humidex. On ira avec des températures de 22-25 degrés. Un humidex à près de 27-28. Donc, c'est beaucoup mieux que 37-38. Les averses cessent ce matin, un ciel qui devient variable par la suite. L'Estrie, Québec, ça va être plus long. Ça va cesser cet après-midi seulement. Le dégagement va se faire ce soir et les températures resteront autour de 18 degrés. Beau temps demain samedi. Ça redevient plus variable en après-midi. 24 à 26 au thermomètre. Et c'est dimanche qu'on va sentir que l'humidité va revenir à nouveau avec des humidex là, qui vont avoisiner la barre des 30. Les averses et les orages seraient concentrés samedi soir et dimanche matin. Par la suite, il y aurait
amélioration. L'Est du Québec, c'est sous les averses aujourd'hui. C'est à leur tour, donc un peu de fraîcheur aussi à venir de ce côté. 14-16 degrés pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. Vers l'Abitibi, ça se dégagera. Il fera 22. La Côte-Nord, une quinzaine de degrés sous la pluie. Il y a des risques d'orage principalement cet après-midi. En Ontario, variable sur l'ensemble du territoire. On maintient cette probabilité d'averse de 40 %. Ça va se dégager à Ottawa. Et dans l'Ouest, on est sous les averses en ce moment. Pluie assez soutenue. Ça commence dans l'Ouest. Ça va s'en aller vers la Saskatchewan au cours du week-end. Et dans les contreforts, ça pourrait donner jusqu'à 100-150 mm de pluie. Et c'est la fraîcheur qui va dominer dans l'Ouest. Merci beaucoup et merci pour cette belle saison d'être là tous les matins avec nous. Et bon été. Bon été à vous aussi. Plaisir partagé. On se retrouve en août. Excellent. Parfait. Merci, Véronique. Dans la dernière minute de cette demi. Et c'est Haliburton, encore lui. Hey! Siakam! Quelle passe de Haliburton! On est en slam dunk. Oui, il est allé la porter dans le panier. Oui. Siakam, Pascal Siakam, l'ancien des Raptors, soit dit en passant. On est en série finale de la NBA, puis ça va se jouer, ça c'est excitant, au 7e match. Dimanche, on aura un match numéro 7 entre les Pacers et le Thunder d'Oklahoma City. Hier, on était à Indianapolis, dans le domicile des Pacers qui tiraient de l'arrière 3-2 dans cette série, et ça a été un rouleau compresseur tout au long de la rencontre. Les Pacers, très inspirés probablement par la présence de Tyrese Haliburton. On s'en est parlé hier, blessé au mollet. On se demandait s'il allait être de la formation. Et oui, il était là hier et il a fait sentir sa présence tout au long de la rencontre. Haliburton, qui est vraiment le moteur de cette équipe, hier est allé chercher 14 points, mais surtout une présence très physique, a donné beaucoup de rythme au match, mais ça a été un match dans l'ensemble bien mené par l'ensemble de l'équipe. Il y a Andrew Nembhard qui a marqué 17 points, ça c'est le joueur canadien. Pascal Siakam qui est allé avec 16 points, mais surtout Obi Toppin, un joueur qui vient du banc, donc qui n'est pas partant, mais qui joue en cours de rencontre, est allé chercher 20 points, donc une contribution collective et surtout un jeu défensif beaucoup mieux ficelé dans le match d'hier. Les Pacers qui ont forcé à la faute le Thunder tout au long de ce match, et ça a été une belle victoire de 108-91 pour les Pacers qui forcent effectivement ce match numéro 7. Et Bénédicte Mathurin hier, 23e anniversaire, oui. Il souhaitait cette victoire, il l'a remportée, et comme cadeau, il a ce match numéro 7. On peut l'écouter après le match d'hier. On a fait beaucoup moins d'erreurs et je trouve que quand on fait moins d'erreurs, on réussit à mieux jouer en équipe et de gagner le match. Alors il faut continuer comme ça. C'est un des plus gros cadeaux que je pourrais recevoir. Je trouve que j'ai une opportunité d'avoir un plus gros cadeau dimanche. Alors dimanche, match numéro 7. Un mot sur les Alouettes au football canadien. L'équipe de Montréal est toujours invaincue? Oui, toujours invaincu grâce à cette victoire hier face aux Elks d'Edmonton, 38-28. Donc, les Alouettes qui ont remporté leurs 3 premiers matchs. Davis Alexander qui a connu une bonne rencontre malgré le fait qu'il a dû quitter en deuxième mi-temps, claquage à la cuisse. Plus de peur que de mal. On dit que c'est un retrait préventif alors que le match était sans dire plié, mais que les Alouettes avaient une belle avance dans le match. Ça a été une bonne sortie pour lui. 7e victoire en 7 départs pour Davis Alexander dans la LCF. Il est seulement le 4e joueur de l'histoire avec une fiche positive comme celle-là pour débuter sa carrière dans la LCF. Prochain match, ce sera vendredi prochain contre les Tiger Cats à Hamilton. Merci Olivier pour la saison, puis on va se retrouver à la mi-août. À la rentrée. À la rentrée. Bon à la été. mi-août. OK, salut. Oui, bye. Alors, on le disait au début de l'émission, ça s'est passé en Alberta en après-midi. C'est un groupe de randonneurs, Vincent, qui a été surpris par un éboulement. Il y a toute une section de la falaise à proximité des chutes du glacier Bow qui s'est détachée. Une section du parc national Banff, donc qui est situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest du lac Louise. Il y a même un randonneur qui a perdu la vie. 3 autres ont été aussi blessés. Oui, et parmi les blessés, 2 ont dû être transportés d'urgence par hélicoptère jusqu'au centre médical Foothills à Calgary. C'est environ 200 kilomètres de l'accident. Le 3e a été transporté par ambulance, donc on imagine que l'état de santé est un peu mieux, là, que les blessures sont peut-être moins graves. Ça, c'est le dernier bilan de la GRC. Les équipes de secouristes vont reprendre les recherches tôt ce matin avec le lever du soleil. C'est un secteur bien connu des randonneurs, mais c'est un secteur assez reculé en montagne. C'est un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire, donc ce qui complique à tout le moins les communications. Oui, il y a un randonneur qui était sur place qui a décrit ce qui s'est passé. Il s'appelle Nicholas Brundle. C'est un résident de Canmore en Alberta, un habitué des randonnées en montagne. Il était sur la piste avec sa conjointe quand toute cette section de la falaise s'est carrément
détaché. All of a sudden we heard this much louder noise and I turned around and I see basically a whole shelf of a mountain come loose. Il raconte avoir entendu un bruit très fort comme il n'en a jamais entendu, puis un morceau de la montagne se détache. Nicholas Brundle soutient que le rocher qui s'est détaché faisait au moins 50 mètres de large, 100 mètres de haut et une dizaine de mètres d'épaisseur. Like something I've never seen before. Almost looked like a slab avalanche, but made of rock. Donc, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu. En fait, c'était comme une avalanche comme on l'en voit, là, avec des plaques de neige qui vont se défaire de la montagne, sauf que dans ce cas, c'était des rochers qui fonçaient sur le groupe de 15 à 20 randonneurs là, qui étaient dans cette section du parc. Oui, pas évident dans les circonstances, là, avec la configuration des lieux, d'aller se mettre à l'abri. Voilà, Nicholas Brundle dit avoir commencé à courir vers le bas de la montagne. Il se souvient d'avoir crié à sa femme de courir le plus rapidement possible, sauf que très rapidement, ils ont été rattrapés par un immense nuage de poussière extrêmement dense. The scariest part was that whole group underneath the waterfall just kind of disappeared into that cloud from me. Le plus terrifiant, dit-il, ça a été de voir le groupe de marcheurs qui était tout près de la chute, donc près de la paroi, complètement disparaître dans ce nuage de poussière. Une fois qu'il a pu trouver refuge dans un endroit sécuritaire, Nicholas Brundle raconte qu'il a utilisé un téléphone satellite pour prévenir les autorités. Donc, les recherches vont reprendre ce matin et je vous rappelle qu'il n'y a pas de service cellulaire dans cette section-là. Donc, sans téléphone satellite, c'est impossible d'appeler à l'aide, par exemple. Donc, si jamais quelqu'un connaît un proche qui était en randonnée dans ce secteur du parc en Alberta, eh bien, il faut contacter les autorités du Parc national Banff pour les prévenir. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Ah oui, Vincent, qu'on va retrouver aussi à l'automne. Un gros merci pour ses contributions. Il a quitté le studio. Là. Je ne l'avais pas remercié comme il faut. Je voulais faire ça comme du monde. OK. Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Ce qui retient l'attention aussi ce matin, c'est encore une fois ce conflit entre l'Iran et Israël et ce délai de 2 semaines que s'est donné Donald Trump pour décider d'une intervention américaine ou pas. Oui, c'est en une du Globe and Mail, des grands médias américains également. Et c'est ce que le New York Times appelle gagner du temps, Mathieu, hein, parce que, bon, le président présente ça comme une dernière chance donnée à la diplomatie, mais cette décision semble laisser une chance, bon, malgré tout, aussi aux États-Unis de vérifier à quel point on a des forces, de peut-être renflouer les coffres également de l'armée américaine en but d'une intervention dans 2 semaines. Le Washington Post voit dans la réponse de Donald Trump l'expression d'un schéma récurrent, là, quelque chose qui revient souvent chez le président américain. Il affirme souvent qu'on prendra une décision dans 2 semaines et bien souvent ce délai expire sans qu'aucune décision concrète soit prise. Et le Washington Post donne l'exemple de Vladimir Poutine là, lorsque les médias ont demandé à Donald Trump d'évaluer le sérieux du président russe. Il avait dit exactement la même chose. Dans 2 semaines, je prendrai une décision. On n'avait jamais eu de nouvelles à ce niveau-là. À l'inverse, le New York Times, lui, pense que c'est une tentative de tromper les Iraniens, les inciter à relâcher leur vigilance. On dit que 15 jours, c'est suffisant pour permettre à un second porte-avions, par exemple, américain, de se déployer, ou encore à Israël d'avoir un peu plus de temps pour détruire les défenses antiaériennes de l'Iran pour réduire les risques des forces américaines si jamais elles interviennent dans 2 semaines. Donc, beaucoup de choses à lire dans cette déclaration du président Donald Trump. On revient aussi en une de plusieurs journaux au pays sur ces tarifs sur l'aluminium. Oui, le 21 juillet, donc après ce délai de 30 jours que s'était donné Mark Carney, le Canada va ajuster ses droits de douane selon ce qui a été négocié avec les États-Unis. Le Toronto Star dit que Carney est resté ferme. La presse dit qu'Ottawa contre-attaque. Chose certaine, les producteurs d'aluminium se réjouissent, mais les PME et l'industrie de l'acier dans la presse s'inquiètent ce matin. Et sur la scène politique québécoise, maintenant, il est bien évidemment question du fiasco Saclic, de la commission Galland, évidemment, qui tente d'en faire la lumière. La une du Devoir ce matin est consacrée à ces révélations comme quoi l'ex-bras droit de François Legault, le secrétaire général Yves Ouellette, a été informé des importants dépassements de coûts du virage numérique de la SAQ en 2022. Des révélations faites par Denis Marcellet, l'ex-grand patron de la SAQ, qui avait même des documents à l'appui. D'ailleurs, c'était son 2e jour de témoignage hier. Ça doit se poursuivre aujourd'hui.
Et puis, après le dénouement positif dont on a beaucoup parlé, cette fillette de 3 ans retrouvée dans l'Est ontarien, les policiers demandent encore la collaboration du public. Oui, cette fois pour lui permettre de retourner dans l'anonymat. Donc, la Sûreté du Québec demande au public de ne plus diffuser la photo de la fillette ou publier la moindre information à son sujet. Il reste quand même des questions en suspens, Mathieu, notamment, est-ce qu'on devrait revoir les critères des alertes Amber qui concernent seulement les enlèvements présumés d'enfants pour l'appliquer à un cas comme celui-ci? Et également, qu'est-ce qui s'est passé là, cette journée-là où la petite fille a été abandonnée dans un champ de l'Est ontarien? La mère, elle doit comparaître aujourd'hui. Marie-Jeanne, merci beaucoup aussi à vous pour votre participation à l'émission, puis bon été. Bon été, Mathieu. Au revoir. Dernière chronique culturelle de la saison avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour Julie-Jasmine. Je n'y crois pas, Mathieu. Ça passe tellement vite, c'est fou. C'est fou, on est déjà le 20 juin. Fleur de peau, on va se parler de ça. C'est une nouvelle série sur l'extra de tout.tv et c'est sur, non pas l'amour, mais l'amitié. Voilà, sujet assez rarement traité, je trouve, en série. Et encore plus, cette amitié gars-fille. Alors, certains diront que ça se peut pas. C'est complexe, c'est un sujet qui est complexe. Alors, c'est entre Sacha et Raph. Ils ont dans la trentaine, ils sont amis et aussi colocs, sauf que Raph a une nouvelle amoureuse et il va emménager avec elle. Tu pars quand? Ben, le mois prochain, le 31, en fait. Dans 2 semaines? Oui, c'est dans 2 semaines, ouais. Mais là, c'est trop cool! Tu t'es fait une blonde, puis tu vas coucher avec elle! Réalises-tu? Ben, non, en fait, pas tant. Oui, OK, mais il y a quand même quelque chose de pas clair, là. C'est pas net, là. C'est pas si cool que ça, finalement. Pas tant que ça, on dirait. C'est ça, parce que, bon, il y a la nouvelle amoureuse, bien sûr, et les triangles, hein? C'est jamais bon, Mathieu. Alors, c'est exactement ça, parce que Sacha, elle prend beaucoup de place, elle a une personnalité flamboyante, elle est un brin envahissante, un peu insécure, et elle est jouée par Valérie Tellos. Vous l'avez vu si vous avez écouté la série La Candidate, la très bonne série La Candidate, elle était l'attachée de presse militante, et Raph, c'est joué par Jean-Carl Boucher, personnage de Ricardo dans les films du même nom. Et là, on parle vraiment de cette rupture d'amitié, cette peine d'amitié-là aussi, cette perte de repères. Et ça s'appelle À fleur de peau parce que, bon, on comprend évidemment que Sacha est très, très à fleur de peau. Et c'est traité avec modernité, dans une langue, dans le rendu, dans un Montréal en hiver. Alors moi, j'ai écouté ça. C'est des formats assez courts, là, 15 minutes. Ça s'écoute tout seul, ça s'enfile tout seul. Et c'est sur l'extra de Tout TV depuis le début de la semaine. Alors, Fleur de peau, en 8 épisodes. Allez écouter ça. Aveu, j'adore quand ça se passe en hiver. Oui, hein? J'aime vraiment ça. Je sais que c'est plus compliqué, les tournages et tout, mais j'aime beaucoup ça quand ça se passe en hiver. C'est nous, c'est l'hiver. Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on va être loin de l'hiver parce que c'est l'été officiellement qui commence bientôt. Vacances pour certains, fin des classes, début des célébrations de la fête nationale. Peut-être un petit tour d'horizon de ce qui nous attend. Oui, et je commence avec le thème commémoratif pour tous, donc les 50 ans de la chanson Jean du Pays. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci pour le cadeau. C'est beau. Oui, un beau cadeau. On risque de l'entendre souvent dans les prochaines heures, les prochains jours. Oui, absolument, parce qu'évidemment, chanson emblématique de Gilles Vigneault. Puis ce que je vous ai sorti comme extrait, c'est l'original, là, 1975, sur le Mont-Royal. On voulait cette chanson en français, une version en français du Happy Birthday. Alors, et d'ailleurs, les festivités à Québec, sur les plaines d'Abraham, lundi, vont s'ouvrir sur cette chanson. C'est ce qu'on a dit. Le spectacle va commencer avec ça. Il y aura des acrobates, des danseurs. Et donc, c'est à 21h. Et parmi les artistes, là, je vous fais la liste d'épicerie, mais il y a Ariane Moffat, Bleu Jeans Bleu, Claude Dubois, Garou, Gab Bouchard, Mélissa Bédard. Il y a aussi Marie-Pierre Arthur. Et il faut savoir que le spectacle va être retransmis en direct. Donc, sur place, c'est 21h, mais après ça, 21h30 à la télé. C'est Télé-Québec qui diffuse. Vous allez retrouver ça aussi sur l'appli de Télé-Québec, mais il faut savoir qu'un peu plus tôt, dans l'après-midi ou fin d'après-midi, fin de la journée, il y aura déjà des activités familiales si vous êtes dans le coin de Québec et qu'à 19h30, il y aura À la Claire Ensemble qui va non seulement faire partie du grand spectacle, mais qui va avoir la première partie, donc 19h30, pour ce groupe bien apprécié, À la Claire Ensemble. Dans la grande région de Montréal, à Laval, c'est au Centre de la Nature et c'est aussi le 23. C'est aussi le 23 et le texte patriotique est interprété, je devrais dire écrit et interprété par 3 artistes féminines ultra solides de l'heure, Florence Lompré,
créatrices de la série Empathie, comédienne, et les sœurs Elkana et Inès Talbi. Ces deux filles-là ont adapté au théâtre durant les derniers mois la pièce Incendie de Mwaji Wawad. Puis moi, ça me réjouit beaucoup qu'on ait pensé à elles parce que ces filles-là, ce trio féminin-là a toute une plume. Et parmi les artistes, on parle de Cœur de Pirate, Bruno Pelletier, Fouki, Sarah Dufour, Mazaïne et Rose. Vous savez, ce duo de Rose Perron et Félix Paul, Révélation Radio-Canada l'an dernier, qui d'ailleurs, mercredi, a remporté le prix de la chanson Félix Leclerc. J'ai peur de tes peurs, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulu voir ailleurs, on fait des plans que pour toi. Oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Rose, donc à Laval, et le lendemain, le mardi 24, c'est le spectacle à Montréal au Parc Maisonneuve. Retour au Parc Maisonneuve depuis quelques années. Et pour la première fois, une femme va animer, c'est Guylaine Tremblay. Hey, c'est pas rien quand même, ben oui, après toutes ces années de célébration. C'est ça. Alors, ça aussi, on ne peut que s'en réjouir. Comédienne chouchou, bien sûr. Ça commence à 20h sur place. Donc, on parlait du Parc Maisonneuve, bien sûr. La diffusion, c'est une demi-heure plus tard, encore une fois, on se prévoit un petit battement. C'est ici Télé, c'est TVA. Aussi, il y a des stations musicales du réseau Cogeco. Et là aussi, un équilibre des genres, des générations. Robert Charlebois, Sarah Dufour, Loud, Matt Lang. Mais j'attire votre regard et surtout vos oreilles sur la soprano Inou, Elisabeth Saint-Gelais, elle aussi Révélation Radio-Canada. Si vous n'avez rien à m'apprendre, pourquoi me pressez-vous la main? Alors, elle vient de Pessamit. C'est une inspiration pour, évidemment, les Premières Nations. Son envol est vraiment assez fulgurant. Elle a lancé un premier album l'automne passé et je vous le jure, après la Fête nationale à Montréal, cette fille-là ne pourra plus faire son épicerie incognito. Alors, évidemment, il y a des célébrations d'après-midi au Parc Maisonneuve. Il y a le fameux défilé à partir de 14h. On part à l'angle des rues Rachel et Molson. On traverse jusqu'au Parc Maisonneuve. Et vous savez, il y a Stromae qui dit « Quand il n'y en a plus, ben, il y en a encore ». Bon, je suis pas spécialiste, mais c'est pas Stromae, ça, là. Non, c'est bon enfant. C'est qu'eux seront là à 22h30. Donc, pour vraiment, le spectacle là-bas va se poursuivre très tard pour les intéressés, bien sûr. Je les adore parce que c'est un folk rock distinctif. Il y a des fêtes un peu partout dans les quartiers, dans les villes et villages, également dans la francophonie canadienne. Profitez-en, sortez. On va se souhaiter partout du beau temps. Julie Jasmine, merci beaucoup pour cette saison, pour ces chroniques toujours agréables le vendredi. Plaisir partagé. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Merci, vous aussi. Salut. Bonne journée tout le monde, on se laisse là-dessus. C'est la dernière de la saison. Je voulais vous souhaiter un bel été. On va se retrouver à la fin août.